Hello everybody. This is Pascal from Interreality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal de Interwar Reality Studies. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec le Dr Richard Overy, professeur honoraire à l'Université d'Exeter et historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Le professeur Overy a écrit de nombreux ouvrages et vient tout juste de publier le remarquable Reign of Ruin, Tokyo, Hiroshima et la reddition du Japon, dans lequel il aborde non seulement la bombe atomique, mais aussi le contexte plus large des bombardements aériens, la situation militaire en 1945 et le processus politique qui a conduit à la capitulation du Japon face aux forces américaines, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale. C'est précisément ce processus de reddition que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Professeur Overy, bienvenue. Professor Overy, welcome. Sire, Oh, thank you very much for taking the time for this. merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cela, car vous avez écrit ce livre fantastique, très accessible, sur ce qui s'est passé à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. En Europe, on oublie souvent qu'il y avait un théâtre asiatique et qu'en réalité, seule la capitulation du Japon a véritablement mis fin à cette immense tragédie en 1945. Quelle a été votre motivation pour écrire ce livre, dans lequel vous ne vous concentrez pas uniquement sur Hiroshima? En fait, ma motivation remonte à 12 ans, lorsque j'ai publié mon livre sur la guerre de bombardement en Europe. Je voulais en faire un ouvrage général sur la guerre de bombardement, incluant la guerre en Asie, mais mon éditeur a estimé que le livre était déjà trop long, ce qui était vrai, et il a refusé que j'y ajoute cette partie. J'avais donc déjà effectué une grande partie des recherches, mais j'ai attendu une occasion pour pouvoir réellement en faire un livre. Je me suis dit que j'attendrais un anniversaire, et le 80e anniversaire me semblait approprié. Il est largement commémoré à travers le monde, 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pour vous, quelle est l'importance des campagnes de bombardement? Je veux dire, elles ont également été menées en Allemagne, bien sûr, et elles étaient, et restent encore aujourd'hui, une partie très controversée de la Seconde Guerre mondiale. Il y a bien sûr cet argument très convaincant, selon lequel elles étaient nécessaires pour mettre rapidement fin à la guerre et forcer la reddition des puissances de l'Axe. Mais quel est votre avis, votre point de vue et votre analyse à ce sujet? Eh bien, l'idée était que cela forcerait peut-être la reddition. Dans le cas allemand, bien sûr, il a fallu 5 ans de bombardement, donc ce n'est guère une stratégie rapide. Je pense que le problème, tant dans les cas européens que japonais, c'est que nous assistons à une escalade de la violence. Tant en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, au début de la guerre, il y avait un engagement fort contre les bombardements qui toucheraient les civils. Au fil de la guerre, cette contrainte a été progressivement levée. De plus en plus, l'accent était mis sur la victoire et la préservation de vies, des vies britanniques ou américaines. Ainsi, le bombardement des civils est devenu une partie de la stratégie. C'est une question très importante, à mon avis, car cette escalade, cette radicalisation de la stratégie se produit assez souvent en temps de guerre, et il est nécessaire de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que cela représentait pour les Alliés? Qu'est-ce que cela signifiait précisément pour les Américains qui, rappelons-le, n'ont rejoint la Seconde Guerre mondiale qu'en 1941, après y avoir été entraînés par le bombardement de Pearl Harbor par les Japonais? Quel a été le processus pour que les États-Unis décident effectivement de mener des bombardements systématiques, notamment aussi en Asie? Eh bien, en Europe, ils ne voulaient pas faire ce que faisaient les Britanniques. Le bombardement de zone, c'est-à-dire essentiellement incendier les centres-villes. Et ils ne comprenaient pas vraiment ce que les Britanniques espéraient accomplir ainsi. Il est donc assez curieux que lorsqu'ils sont arrivés sur le théâtre japonais, ils aient adopté presque exactement la même stratégie.
Il y a plusieurs raisons à cela, je pense. L'une d'elles est que le bombardement de précision conventionnel était presque impossible contre les îles principales du Japon. Ils ont essayé de bombarder depuis une altitude de 7500 à 9000 mètres. Il y avait un courant jet au-dessus du Japon, ce qui rendait presque impossible de se concentrer sur une cible précise et de larguer les bombes. Le résultat, c'est que pendant les premiers mois de bombardement du Japon, ils n'ont pratiquement rien accompli. Et c'est en partie la frustration face à cet échec qui les a poussés à se demander s'il n'y avait pas une autre façon d'atteindre l'industrie de guerre japonaise et ses ouvriers. Et ils ont décidé que les bombardements incendiaires à basse altitude seraient les plus efficaces. Bien sûr, il y avait la considération morale, mais ils l'ont vraiment mise de côté pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils voulaient mettre fin à la guerre rapidement et sauver des vies américaines. Deuxièmement, parce que je pense qu'ils avaient une attitude très différente envers la population japonaise et envers les Japonais en général, comparée à celle qu'ils avaient envers les Allemands. Ils ressentaient, je crois, beaucoup moins de scrupules moraux à tuer des civils japonais qu'ils n'en auraient eu dans le cas allemand, car ils avaient à ce stade de la guerre une image des Japonais comme étant, en gros, un peuple barbare menant une guerre inhumaine, torturant et assassinant des prisonniers de guerre, et ainsi de suite. Et cela a créé, je pense, un climat psychologique qui a rendu beaucoup plus facile, tant pour les aviateurs américains que pour le public américain, d'accepter les bombardements incendiaires des villes japonaises. Ces bombardements incendiaires ont été d'une extrême violence. Aujourd'hui, surtout à l'occasion du 80e anniversaire des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, on oublie souvent que les bombardements incendiaires eux-mêmes ont tué autant, voire plus de personnes. En particulier à Tokyo, où, en une seule nuit, 100 000 personnes ont péri dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Pouvez-vous en parler un peu et expliquer en quoi cela s'inscrit dans la guerre psychologique menée contre la population? Oui, je pense que nous négligeons souvent Tokyo. Et il est très important de se rappeler que c'est la première étape du changement de stratégie américaine, où ils allaient détruire les centres-villes et tuer un très grand nombre de civils. Et Tokyo fut, du point de vue japonais, une opération catastrophique. 83 000 personnes, et peut-être plus, nous ne savons pas exactement combien, sont mortes incinérées en une seule nuit. En fait, plus de personnes sont mortes à ce moment-là qu'aux premiers instants d'Hiroshima ou de Nagasaki. Et cela a continué. 250 000 de civils japonais ont été tués, ville après ville après ville. Et pour les aviateurs américains qui dirigeaient cette campagne, en particulier le général Curtis LeMay, il était convaincu que quelques mois de bombardements supplémentaires détruiraient presque toute la zone urbaine du Japon. Imaginez, ils ont détruit 60% de la zone urbaine. Je pense qu'il est assez difficile de se représenter cela aujourd'hui. Si vous continuiez et détruisiez le reste, le Japon n'aurait plus le choix. Il ne pourrait plus faire la guerre. Il se rendrait tout simplement. Ainsi, les bombardements conventionnels étaient perçus tant du côté américain et en réalité aussi du côté japonais comme un facteur plus déterminant, au final, dans la capitulation japonaise que les deux attaques atomiques. D'après vos recherches, quelles étaient les attentes à ce sujet, notamment du côté japonais? Dans mes propres recherches, j'ai découvert qu'en 1944, déjà au début de l'été, vers juin, les Japonais ont commencé à évacuer les ambassades étrangères de pays neutres, comme la Suisse, la Suède, l'Espagne, etc. Ils les ont évacués vers Karizawa parce qu'ils disaient que la ville n'allait plus être sûre. En revanche, je pense que la population générale n'a pas été informée à ce point.
Savez-vous quelque chose sur les attentes des Japonais concernant ces bombardements aériens? Eh bien, je pense que les militaires japonais, lorsqu'ils ont examiné ce que les Américains allaient faire, étaient en réalité assez confus quant à la stratégie exacte des Américains. Mais ils savaient que si les Américains s'approchaient suffisamment, ils feraient probablement aux villes japonaises ce qui avait été fait aux villes allemandes. Ils ont donc commencé le processus d'évacuation, des enfants, par exemple, des femmes enceintes, etc., vers la campagne et les petites villes. Et dès que les bombardements ont commencé, cette évacuation, qu'elle soit volontaire ou involontaire si l'on veut, a été accélérée. Au final, 10 à 11 millions de citadins japonais se sont retrouvés à la campagne et dans de petites villes. Un transfert de population extraordinaire. Ce dont ils n'étaient pas certains, bien sûr, c'était de la technologie, car ils n'avaient pas d'agents en Amérique qui envoyaient des informations au service de renseignement de Tokyo. Le B-29, ils n'en étaient pas sûrs. Ils n'en ont entendu parler que lorsque les Américains ont commencé les raids de B-29 depuis la Chine, des raids très peu efficaces depuis la Chine, dans la dernière partie de 1944. Et alors, ils ont commencé à travailler dur sur ce sujet. Qu'est-ce que le B-29? Comment pouvons-nous le combattre? Et s'ils ne le pouvaient pas, d'autant plus que la puissance de feu antiaérienne était limitée et pas très efficace. Les avions de chasse japonais ne pouvaient pas voler aussi haut que les B-29. Donc en un sens, ils ont haussé les épaules et attendu de voir ce qui allait se passer. Et bien sûr, ce qui est triste, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de défense contre les B-29, qui bombardaient de nuit en volant à basse altitude. Les chasseurs légers japonais étaient très inefficaces. La grande majorité des pertes du côté américain étaient dues aux conditions météorologiques, à des pannes techniques, à des accidents, etc. Et non à la résistance japonaise. Donc oui, les Japonais savaient que cela allait arriver. Ils ont pris certaines mesures, mais en réalité, il y avait très peu de choses qu'ils pouvaient faire pour vraiment atténuer ce que les Américains étaient déterminés à accomplir. Savez-vous, qui était le plus conscient des vulnérabilités du Japon? Parce que l'une des choses que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que le Japon était extrêmement fracturé sur le plan politique. Il y avait l'armée, il y avait la marine, qui étaient en fait des centres de pouvoir indépendants. Le gouvernement central était très faible. Et je le répète sans cesse. Regardez, entre 1931 et 1945, il y a eu 13 gouvernements différents, 13 cabinets. Il y avait presque un renversement de cabinet chaque année. Et puis il y avait aussi les 10 autres, qui étaient le plus conscients des véritables vulnérabilités stratégiques du pays. Eh bien, les Américains n'étaient pas très conscients. Je veux dire, il y avait des personnes au département d'État qui avaient de l'expérience au Japon et qui ont essayé de dresser un tableau en disant, écoutez, vous ne comprenez pas vraiment la politique japonaise ni la culture japonaise. Mais il y avait un sentiment fort, en particulier parmi les militaires, après des années passées dans le Pacifique, à combattre ce qu'ils considéraient comme un ennemi fanatique, que la population japonaise était unie dans son fanatisme et qu'elle continuerait à résister jusqu'au bout, de manière suicidaire, même jusqu'aux îles principales. Et cela a eu un effet malheureux, car cela signifiait que les Américains devaient trouver un moyen de débloquer ce fanatisme, d'une manière ou d'une autre, et ainsi de suite. Mais comme vous l'avez dit, en réalité, c'était tout le contraire. Il y avait de profondes divisions au sein de l'élite politique, de profondes divisions entre l'armée Nikiside et la marine, et même en différentes sections et différentes sections de la marine. Et le véritable problème était le manque de coordination. Le seul facteur déterminant en 1945 pour les Américains, bien sûr,
était la décision prise par une partie du commandement de l'armée de livrer la bataille finale pour les îles principales, une bataille suicidaire. Ils armeraient la population. Ils trouveraient d'une manière ou d'une autre un moyen d'empêcher les Américains d'occuper le Japon. Et c'était la stratégie autour de laquelle tout le monde devait marcher sur des œufs, y compris l'empereur. Il devait trouver des moyens de mettre fin à la guerre sans aliéner l'armée, qui était déterminée à livrer cette bataille finale. Et je pense que les Américains, tout simplement, il n'y avait aucun moyen pour eux de comprendre cela. Ils n'avaient pas d'espions à Tokyo, et la seule façon dont ils pouvaient éventuellement s'informer était d'intercepter des messages radio. Mais en réalité, à ce niveau, il n'y avait rien à intercepter. Mais ce qui est frustrant, c'est qu'il y avait quelques personnes, et je dirais en premier lieu l'ambassadeur Joseph Grew, qui a servi pendant 10 ans au Japon. Puis lorsqu'il a été évacué en 1942, il est devenu sous-secrétaire d'État aux États-Unis. Il était le chef de ce qu'on appelait les Japan Hands, n'est-ce pas? Les personnes qui comprenaient réellement comment fonctionnait le processus politique. Et il n'arrêtait pas de dire, écoutez, il faut assurer aux Japonais qu'ils pourront garder l'empereur. Et B, il faut s'assurer que la marine et l'armée ne fassent pas tomber le cabinet. Parce que si l'un ou l'autre de ces deux-là retire son ministre, alors le cabinet est obligé de démissionner, n'est-ce pas? Et donc tous deux exercent en quelque sorte une emprise de Damoclès, cette sorte d'épée de Damoclès, sur le cabinet. Et cela a été une situation très très difficile. Peut-être pourrions-nous maintenant aborder le processus qui a permis d'amener les Japonais à accepter la reddition, car cela devait se faire à l'unisson pour fonctionner. Quelle est votre évaluation de cela, du processus politique, visant à garantir que la marine et l'armée se subordonnent au processus politique? Eh bien sûr, il n'y a jamais eu de consensus jusqu'à ce que l'empereur tienne la dernière conférence impériale tard dans la nuit du 9 août, lorsqu'il leur a dit « Vous savez, vous devez l'accepter. Vous devez faire ce que je dis », ce qui était en réalité une position inconstitutionnelle, comme vous le savez. Ensuite, l'armée et la marine ont plus ou moins dû accepter ce que l'empereur avait dit. Mais jusque-là, oui, c'était un processus politique extrêmement délicat. L'empereur était conscient de la délicatesse de la situation. Konoe et d'autres hommes politiques civils en étaient également conscients, notamment du fait que, vous savez, un jour, il pourrait finir assassiné. Et en effet, de nombreux assistants de Konoe ont été arrêtés par la soi-disant police de la pensée au début de 1945 pour défaitisme. C'était donc une question très délicate. Marine était divisée. Yonai, le ministre de la Marine, faisait partie du Parti de la paix, qui voulait vraiment mettre fin à la guerre. Mais il y avait d'autres membres de la Marine qui n'étaient pas aussi enthousiastes. Ils pensaient, encore une fois, à une bataille finale suicidaire, ce qui ne valait plus la peine de se battre à la fin de 1945. Mais oui, je veux dire, comment ont-ils contourné cela? Et la manière dont ils s'y sont pris, bien sûr, comme vous le savez, c'est qu'en juin, l'empereur a dit à principalement au Parti de la paix, « Écoutez, il faut qu'on trouve une solution. Nous devons trouver une solution. Regardez, les bombardements incendiaires continuent. Ville après ville, petite ville après petite ville sont détruites. Il faut qu'on trouve une solution. » Et ils ont finalement décidé de demander à l'Union soviétique d'intercéder. Et ils ont fait cela principalement parce que l'armée était également prête à l'accepter dans l'espoir de pouvoir obtenir davantage lors des discussions. Oui, mais ils essayaient d'impliquer l'Union soviétique, avec laquelle le Japon avait un pacte de neutralité signé en avril 1941. Ils essayaient de passer par l'Union soviétique pour parvenir à une négociation de paix,
faire en sorte que les Soviétiques servent de médiateurs pour obtenir une véritable négociation de paix. Mais c'est précisément cela que les puissances alliées ont rejeté. Elles ont dit qu'il n'y aurait aucune discussion. C'est Potsdam ou rien. C'est Potsdam où vous brûlez encore plus. Oui, en effet. Je pense que les Japonais n'ont jamais vraiment compris, et c'est assez intéressant de regarder les archives historiques qui n'ont jamais vraiment exprimé clairement ce qu'ils attendaient de l'intervention soviétique. Je pense que l'empereur y a consenti en partie parce que ça permettait de calmer l'armée, mais l'espoir était peut-être de trouver une autre issue. Mais il ne fait aucun doute qu'une fois que cela a échoué, une fois que l'Union soviétique a déclaré la guerre et envahi la Mandchourie, tout était terminé. Cela, je pense, a facilité la tâche de l'empereur, lui a rendu beaucoup plus facile ce soir-là de dire « bon, ça suffit ». Regardez ce à quoi nous sommes confrontés maintenant. La perspective même d'une invasion communiste. Allez, maintenant il faut s'arrêter. Et à ce moment-là, l'armée a effectivement reconnu qu'au final, il faudrait s'arrêter. Mais quelle décision absurde que d'essayer de solliciter l'Union soviétique, alliée des principaux ennemis du Japon, alors qu'il existait des renseignements de bonne qualité sur le déplacement de l'armée rouge vers l'Est. Si bien que l'armée du Kwantung en Mandchourie était bien informée de ce qui se passait à la frontière. Et ce n'était certainement pas pacifique. Mais ils ont ignoré tout cela, dans l'espoir que d'une manière ou d'une autre, ils pourraient obtenir l'accord de Molotov et de Staline. C'était une spéculation extraordinaire. Je pense que nous comprenons pourquoi ils l'ont tenté. Mais au final, bien sûr, cela a eu pour effet d'accélérer la reddition finale. Oui, la conviction du cabinet, surtout au niveau politique, dans la force de l'accord de neutralité, qui était censé rester valable encore un an, était assez forte. Et les instructions données à l'ambassadeur japonais à Moscou étaient claires. Il a dit « Il n'y a aucun moyen de les amener à faire ce que nous voulons qu'ils fassent ». Mais le ministère des Affaires étrangères lui a répondu « Malgré vos convictions personnelles, vous êtes censés nous aider à obtenir l'intervention de Staline en notre faveur. » Il y avait donc, en réalité, une très très forte croyance dans le fait que les Russes, les Soviétiques, respecteraient leurs promesses écrites de 1941, n'est-ce pas? Oui. Je veux dire, bien sûr, ils avaient déjà annoncé qu'ils n'allaient pas prolonger le pacte de non-agression de 1946, ce qui était à nouveau un signal clair pour les Japonais que, vous savez, très bientôt, l'Union soviétique deviendrait leur ennemi. Je pense que nous devons reconnaître que durant cette première semaine d'août, même avant Hiroshima et tout cela, il régnait une grande confusion parmi les élites japonaises. Ils ne savaient vraiment pas quelle direction prendre. Ils nourrissaient des espoirs étranges, peut-être un espoir envers l'Union soviétique. Hirohito savait que le Japon ne pouvait pas être correctement défendu. Toutes les preuves montraient que l'économie de guerre japonaise s'effondrait. Comment allait-il réunir le Parti de la paix, l'armée et la marine? Et, bien sûr, ce n'est finalement pas Hiroshima, mais l'invasion soviétique de la Mandchourie qui a résolu ce dilemme. Il y a eu beaucoup de confusion durant cette première semaine, et aussi après Hiroshima. Personne ne savait vraiment ce que c'était. Était-ce une bombe atomique? Si oui, qu'est-ce que cela signifiait? Le rapport à ce sujet n'est arrivé que bien plus tard, après que l'empereur avait déjà pris sa décision. Je pense donc qu'il faut voir la situation japonaise au début du mois d'août, non pas comme « nous sommes déterminés à nous battre, puis les Russes arrivent. Oh non, nous abandonnons », mais plutôt l'inverse. Nous essayons de trouver un moyen de mettre fin à la guerre. Nous luttons pour sortir de l'impasse politique, de l'impasse diplomatique, afin de pouvoir le faire. Et l'invasion soviétique leur a permis de le faire. Isis Bagno Kems dit que Hiroshima a été l'élément décisif.
argue that Hiroshima was a decisive thing. I agree with you. Conventional wisdom has it Je suis d'accord avec vous. La sagesse conventionnelle veut qu'Hiroshima ait été si catastrophique et si impensable que cela a fait pencher la balance du côté japonais. Mais, d'après mes lectures, mon argument serait, et j'aimerais savoir si vous êtes d'accord, mon argument serait qu'Hiroshima a d'abord été commode pour l'empereur dans son discours, en ce sens qu'il pouvait dire « Nous avons perdu face à une puissance technologique supérieure ». Mais la véritable raison militaire a été modifiée par l'Union soviétique. C'est cela qui a convaincu l'armée et la marine qu'ils allaient maintenant démanteler le Japon et que le pays allait être déchiré. Mais du point de vue de l'acte de discours public, la propagande envers leur propre population, l'empereur pouvait très commodément dire « C'est dommage, nous avons perdu face à une meilleure technologie », parce que c'était dans l'enregistrement, c'était dans le disque d'or. Alors, comment voyez-vous cela? It was, yeah. How do you see that? That was only in the recording. It wasn't in either of the. Cela n'était présent que dans l'enregistrement. Ce n'était mentionné ni lors des conférences impériales du 10 août, ni lors de celles du 14 août. Donc je pense que c'est assez significatif. En fait, il fait davantage référence aux bombardements conventionnels qui avaient causé plus de dégâts et continuaient d'en causer tout au long des 2 premières semaines d'août. Ainsi, lors du dernier raid, il pouvait en réalité demander aux Japonais de se rendre. Et oui, je pense que c'était commode pour la diffusion à la population japonaise, car il lui fallait un argument pour convaincre le peuple japonais, qui avait reçu des messages si contradictoires au cours de 1945. Nous gagnons, nous perdons. Là, il avait quelque chose à leur dire, qu'ils pouvaient comprendre, et cela justifiait les décisions qu'il devait prendre. Mais en ce qui concerne le contexte politique, je pense que la décision sacrée de l'empereur, comme on l'appelait, de demander à son cabinet et au Conseil suprême de la guerre d'accepter la déclaration de Potsdam, l'ultimatum des Alliés, impliquait de nombreux autres facteurs. Les bombardements conventionnels, les bombardements incendiaires en faisaient partie. Un autre facteur qui a souvent été négligé dans l'explication de la reddition était la crainte de troubles sociaux, la peur que la population japonaise ne puisse plus soutenir l'effort de guerre. Ils avaient faim. La menace de famine commençait à planer. Ils travaillaient des heures extrêmement longues. 10 millions d'entre eux étaient à la campagne, où il devenait très difficile de se procurer de la nourriture. Il y avait de plus en plus de signes de dissidence et la crainte que d'une manière ou d'une autre, l'effort de guerre japonais ne se termine comme l'effort de guerre russe en 1917 a, je pense, joué un rôle assez important. Et nous savons qu'une fois que les Russes ont envahi la Mandchourie, Suzuki, le Premier ministre, a déclaré « Écoutez, nous faisons face à la menace du communisme, non seulement chez nous, mais aussi venant de l'étranger. » C'était la dernière chose que l'élite japonaise souhaitait. Ils détestaient le communisme. Et je pense qu'un facteur dans toute cette histoire est de ne pas accorder à cette question suffisamment d'importance. Je pense que l'empereur lui-même en était très conscient que son peuple n'était probablement plus en mesure de soutenir l'effort de guerre très longtemps. Et puis, une fois la décision prise, je veux dire, nous savons qu'il y a eu des tentatives, en fait, de la part d'officiers subalternes pour même. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'empereur a enregistré sa propre voix sur un disque, qui devait ensuite être diffusé, n'est-ce pas? Et cela en soi était inédit, car l'empereur n'avait jamais été entendu à la radio auparavant. Et nous savons qu'après l'enregistrement, certains officiers ont tenté d'organiser une révolte au palais et de s'emparer de l'enregistrement pour le détruire. Parce qu'ils disaient « Nous devons protéger l'empereur des influences néfastes de ces défaitistes qui l'ont capturé. Nous devons le protéger contre lui-même. » Mais cela a échoué, heureusement.
Et ensuite, le processus de paix a réellement commencé à fonctionner d'une manière que je pense que nous sous-estimons. À quel point la reddition a été réussie en termes de dépôt des armes et d'arrêt des combats. Pouvez-vous en dire un mot? Oui, je veux dire, il y avait des éléments dans l'armée qui étaient mécontents de ce qui se passait. Mais ce n'est que le 14 août, lorsque l'empereur avait déjà pris sa décision, qu'ils ont commencé à agir. Je pense, en fait, que les éléments radicaux de l'armée auraient pu élargir ce mouvement, mais les ministres de la guerre ont réussi à y mettre un terme, en disant « Je ne veux pas non plus de cela, mais nous devons le faire, parce que l'empereur l'a dit ». Cela leur a aussi offert une porte de sortie. Si l'empereur dit, si notre empereur Dieu dit, alors nous devons obéir. Je ne pense pas que la tentative de coup d'État du 14 ait jamais été une tentative vraiment sérieuse. Mais oui, la reddition, quand elle est arrivée, je pense qu'il faut être conscient que bien sûr des milliers de soldats japonais étaient très heureux de mettre fin à la guerre. Des centaines de milliers au début, près de 3 millions au final, tout au long du conflit. De toute évidence, de nombreux Japonais, des gens ordinaires, ont ressenti la honte pour le Japon, le déshonneur, le fait que le Japon n'ait pas pu l'emporter, et ainsi de suite, mêlés, je pense, à un profond soulagement que la guerre soit enfin terminée. Et le succès de l'empereur et de ses conseillers à préserver le système impérial, malgré l'ultimatum, a permis d'entamer très rapidement le processus de reconstruction. Je pense que pour beaucoup de Japonais, les dernières années de la guerre avaient été une expérience terrible. Et maintenant, c'était fini et ils pouvaient commencer à reconstruire un Japon différent. Donc oui, au final, la reddition a été, du point de vue japonais, une issue réussie à la guerre. Mais c'était tout à fait impensable, si l'on remonte, disons, à 1942. Si quelqu'un, en 42, avait dit que non, disons plutôt en 43. Si quelqu'un, en 43, avait affirmé « Dans 10 ans, vous aurez un traité avec les Américains qui garantiront votre sécurité, vous serez alliés aux États-Unis et vous vivrez prospères et heureux avec les Américains pendant 70-80 ans dans le Pacifique », on vous aurait ri au nez, n'est-ce pas? Oui, ils le feraient. Non, ils le feraient vraiment. Je veux dire, c'est en partie parce qu'ils ont finalement piégé les Américains, tout comme l'Empire britannique. Ce sont les principaux ennemis occidentaux qui étouffaient l'Asie, empêchant le Japon d'accomplir sa destinée, et ainsi de suite. Donc ils étaient les grands méchants. Il faut se rappeler que dans les années 1920, les Américains n'étaient pas les méchants, en réalité. Il y avait même beaucoup de sympathie pro-américaine au Japon, des relations assez étroites. Cela s'est fortement détérioré au cours des années 1930 et de la crise économique. Il faut dire que les relations avec les Britanniques n'ont jamais été particulièrement favorables après la fin du traité naval anglo-japonais en 1932. Mais oui, personne n'aurait dit cela en 1943. De plus, il y avait encore en 1943, au sein du commandement militaire et dans le pays en général, le sentiment que le Japon avait une chance de gagner. Je veux dire, si quelqu'un s'était vraiment assis pour faire les calculs et les leur avait montrés, ils auraient su qu'ils n'avaient aucune chance de gagner, que s'ils menaient la guerre jusqu'au bout, ce serait au prix de grands sacrifices. Mais en 1943, ce n'était pas le message que les gens recevaient. Le message qu'ils recevaient, c'était « Oui, c'est quelque chose que nous pouvons tenir, et les Américains manqueront de volonté pour continuer à se battre. » Je veux dire, après Guadalcanal, qui est très très loin pour le Japon, une longue bataille sale et sanglante, etc., je pense que les Japonais, bien qu'ils l'aient perdu, pensaient certainement « Combien de temps encore les Américains vont-ils supporter cela ?» Je pense que leur stratégie initiale était « Nous allons occuper cette périphérie et défier les Américains qui manquent de volonté militaire, et à la fin,
nous parviendrons à un accord avec eux. Et pour certaines personnes au Japon, cette opinion est restée valable jusqu'en 1945, jusqu'à ce qu'il devienne évident qu'aucun accord n'était possible. Donc, en un sens, pour mettre fin à une guerre et capituler avec succès, il faut vraiment intégrer l'inévitabilité du processus politique de la guerre. Je veux dire, la guerre, c'est bien sûr tuer en masse, mais c'est aussi que ce massacre de masse devient un mode de communication pendant la guerre. Et pensez-vous qu'en 1945, l'entrée en guerre de l'Union soviétique a clairement montré à tout le monde qu'il n'y avait plus d'espoir de résister. Cela allait les épuiser au fil des mois et des années à venir. Oui, je pense que cela a été une prise de conscience très forte, surtout parce que l'armée du Kwantung était l'élite de l'armée japonaise, et l'armée rouge l'a traversée comme un couteau dans du beurre. C'était une blitzkrieg à une échelle extraordinaire, en réalité. Et la résistance japonaise en Chine s'est évaporée. Donc oui, il n'y avait pas besoin de beaucoup réfléchir à cela. Il fallait capituler rapidement. Sinon, on risquait d'avoir l'armée rouge peut-être à Hokkaido. Vous savez, on aurait eu Staline disant « Allez, je vais découper le Japon comme j'ai découpé l'Europe de l'Est ». Et bien sûr, c'était la dernière chose qu'il voulait. Donc oui, il n'a pas fallu longtemps, je pense, même pour les jusqu'au-boutistes de l'armée, s'ils étaient honnêtes avec eux-mêmes, pour reconnaître que la partie était terminée. Je pose cette question parce que je pense qu'aujourd'hui, 80 ans après ce processus, nous assistons en réalité à une nouvelle tentative de mettre fin à une guerre. Je parle de l'Ukraine. Et nous voyons à quel point il est difficile de créer un véritable processus politique où tous les acteurs concernés, qui ont leur mot à dire, et qui peuvent, même à un niveau modeste, intervenir pour faire échouer un accord de paix, à quel point il est difficile de mettre tout le monde d'accord. Je sais qu'il n'est pas d'usage de demander à un historien d'établir des parallèles avec le présent. Mais avez-vous des réflexions sur ce que la reddition japonaise peut nous apprendre sur le retour de la paix en Europe? Oui, c'est une question intéressante. Et il est vrai, en fait, dans les deux cas, celui-ci et celui d'Israël et du Hamas, que le processus est long et laborieux. La pression militaire est maintenue en permanence dans l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, on puisse parvenir à un accord. Dans ce cas, bien sûr, il s'agirait d'un accord aux conditions russes ou d'un accord aux conditions israéliennes, etc. Et comme, dans le cas de l'Ukraine, elle bénéficie du soutien d'une grande partie de l'OTAN, ce processus est beaucoup plus difficile. Mais je pense que c'est pas tout à fait la même chose que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ce que vous avez souligné, c'est que l'exemple japonais et maintenant celui de l'Ukraine illustrent deux récits différents sur la difficulté de mettre fin à un conflit. Dans le cas de la Russie et de l'Ukraine, on pourrait avancer un argument rationnel sur la manière dont cela devrait se terminer. Mais je pense qu'il n'y a aucune certitude au final sur la façon dont cela se terminera. Il en va de même pour la guerre à Gaza. Même les historiens qui ont consacré toute leur vie à l'étude de la guerre, comme moi, hésitent à prédire ce qui va se passer dans l'année à venir. Oui, parce que chaque cas est différent. Mais les mécanismes sociologiques sous-jacents, avoir des factions pro-guerre et pro-paix, avoir des gens qui soutiennent qu'il vaut mieux abandonner et faire avec ce qu'on peut obtenir, et d'autres qui disent non, on continue, sont similaires. Dans le cas japonais, l'armée disait 100 millions de martyrs. C'était leur modèle. Le Japon n'en comptait que 60 millions. Mais ils incluaient les 40 millions du Japon. Ils voulaient, vous savez, la guerre totale. Ils disaient, laissez-les venir et nous les combattrons dans les broussailles. Et cela aurait été un bain de sang incroyable.
C'est un immense succès de la faction pacifiste d'avoir réussi à l'emporter sur eux et de dire « Taisez-vous les gars, taisez-vous, on va abandonner. Nous n'allons pas sacrifier 100 millions de personnes. » We are not going to sacrifice 100 million people. Yeah, so that was propaganda. I mean, I think that, Oui, mais c'était de la propagande. Je veux dire, je pense que le ministre de la Guerre aussi, en réalité, comprenait vraiment, en fait, la nature du problème. À l'été 1945, vous savez, le Japon manquait d'armes, manquait de munitions, manquait d'explosifs. Il n'avait déjà plus de navires. Il manquait d'avions. Vous savez, que pouvait-on faire? Et je pense que, vous savez, si les Américains avaient dû envahir, je pense que la bataille aurait été bien moins désastreuse que ce que les prévisions laissaient entendre à l'époque. Le Japon aurait été vaincu et Honshu et Kyushu occupés. Mais nous ne le saurons jamais. C'est une hypothèse. Je veux dire, dans le cas de l'Ukraine, oui. Je veux dire, le parti de la paix, le parti de la guerre. Je veux dire, ils sont déterminés à essayer de conserver leur souveraineté et à rejeter les fruits de l'agression russe pour Poutine, avec un soutien fort, peut-être pas assez fort. Viendra-t-il un moment où une majorité de l'élite politique et militaire dira « ça suffit ». Je pensais que ça pourrait arriver l'année dernière. En fait, ça suffit. Nos pertes sont trop élevées. Nous n'avons aucune perspective d'étendre la Russie à partir des territoires que la Russie a occupés. Donc nous devons essayer de vivre avec la réalité. Cela pourrait encore arriver cette année. Mais pour un historien, nous savons si peu de choses sur ce qui se passe réellement dans les couloirs du pouvoir à Kiev ou à Moscou. Il y a beaucoup de très bonnes suppositions et suggestions, mais il faudra attendre 100 ans que ces archives soient ouvertes et que nous puissions vraiment comprendre ce processus. Et c'est ça qui est frustrant. Nous devons attendre longtemps avant d'y parvenir. Mais au moins, nous avons l'avantage de réellement comprendre la Seconde Guerre mondiale et de bien saisir le processus de reddition au Japon. Selon vous, quel a été le processus qui a permis d'en arriver là et d'atteindre le Missouri, où les Japonais ont officiellement signé l'acte de capitulation? En interne, qu'est-ce qui a été le plus important? Était-ce l'autorité du Tenno? Était-ce le fait que l'armée ait compris qu'elle ne voulait pas que le Japon soit bolchevisé? Qu'est-ce qui a permis à ce processus de se poursuivre? Qu'est-ce qu'il fallait dans le système politique ou sociologique pour obtenir cette unité et aller vers la reddition? Eh bien, je pense que les ministres, tout comme l'empereur, doutaient de la capacité de la population japonaise à continuer. Et il était certain qu'ils n'allaient pas devenir des milices armées postées sur les plages pour tenter de tuer chaque Américain. Je pense qu'une grande partie du commandement militaire en était consciente. C'était également vrai, bien sûr. Dans l'Empire, lorsque l'empereur a envoyé des délégués dans les différentes régions de l'Empire pour annoncer la reddition et demander l'arrêt des combats. Et ils l'ont fait. Je pense que cela a dû jouer un rôle très important. Je pense que la deuxième partie, bien sûr, c'est qu'ils n'ont jamais dit qu'ils se rendaient. Ils n'ont jamais parlé de reddition, comme vous le savez. Ils ont parlé de mettre fin à la guerre. Ils ont même évoqué la bienveillance de l'empereur pour mettre un terme à la guerre et sauver des vies de tous côtés, et ainsi de suite. En d'autres termes, une inversion totale de la réalité. Et cela figurait déjà dans les médias japonais avant l'arrivée des Américains 10 jours plus tard. C'était déjà une histoire destinée aux Japonais pour les aider à faire face à ce qui était, en réalité, une reddition. C'est un point très important à souligner. Il faut un récit de la reddition. Il faut un récit qui rende la reddition acceptable pour sa propre population, n'est-ce pas? Pour dire que non, c'est la meilleure chose à faire et que c'est une décision souveraine de le faire. Et juste une anecdote. J'ai un professeur japonais dont le père a eu 100 ans cette année.
Il avait 16 ou 17 ans en 1945, ou peut-être 18. Et lorsque la reddition a eu lieu, il était stationné dans une base militaire à Honshu, pas très loin de Tokyo. Et lorsque la reddition a été annoncée, c'était le 15 août. Le 15 août a été le moment où cela s'est terminé pour eux, et ils ont pensé « c'est fini ». Mais comme l'instrument de reddition n'a été signé que le 2 septembre, les forces alliées n'ont en réalité pas encore arrêté les bombardements. Ils ont continué pendant 2 semaines supplémentaires, et sa base a été détruite. Il n'a survécu que parce qu'il faisait une course à l'extérieur de la base. Mais pour les Japonais sur le terrain, ils pensaient que la fin était le 15 août. Donc en un sens, ils y croyaient. Ils croyaient vraiment. D'accord, c'est fini. Oui. Eh bien, les bombardements n'ont pas continué. Je crois que le dernier raid a eu lieu dans la nuit du 14 au 15, il me semble. Dans les villes en groupe, mais il y avait encore des cibles militaires qui étaient attaquées. Vraiment? Oui, j'aurais préféré ne pas savoir ça. Et j'aurais dû le savoir, évidemment. Nous pouvons en discuter séparément. Selon lui, la base a été détruite entre le 15 août et le 2 septembre sur le continent. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel est que pour les Japonais, une fois que cela leur a été communiqué, c'était terminé. Non, non. Mais il y a ce curieux hiatus entre cette diffusion et la reddition des armes et l'arrivée des Américains. Je veux dire, ils s'y préparaient depuis un certain temps, et je suis assez surpris qu'on n'ait pas fait plus d'efforts pour arriver sur les îles japonaises un peu plus tôt. Parce qu'il s'est passé toutes sortes de choses. Il y avait des mouvements au sein des forces armées disant « Non, nous n'allons pas nous rendre. Nous n'acceptons pas cela. L'empereur ment, etc., etc. » Et il a fallu les dissuader et les désarmer, et ainsi de suite. Il y avait des menaces, selon lesquelles, vous savez, lorsque les Américains atterriraient en avion, les kamikazes viendraient détruire les avions à leur arrivée, etc., etc. Et tout cela, et comme je l'ai dit, un programme médiatique qui a constamment mis l'accent sur le fait que la guerre avait pris fin grâce à la bonté de l'empereur, et non parce qu'il ne pouvait pas la gagner. Les Alliés ont dit, vous savez, stop. Et je pense que pour beaucoup de Japonais, cela est resté le récit, même après que l'acte de reddition ait été signé le 2 septembre par le ministre des Affaires étrangères, et non par l'empereur. C'est toujours l'histoire, que d'une manière ou d'une autre, la guerre s'est terminée. Non pas que le Japon a perdu, mais que le Japon a décidé que les sacrifices n'en valaient plus la peine pour que tout le monde continue. Cela s'est avéré, pour le Japon après la reddition effective, une approche psychologique très utile pour la fin de la guerre. Premièrement, cela leur a permis de commencer très rapidement le processus de reconstruction, et deuxièmement, cela leur a permis, bien sûr, de ne plus voir les Américains comme un ennemi barbare, mais comme un allié potentiel. Une bonne narration, une bonne histoire, ça fait vraiment toute la différence, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Non, je pense que dans ce cas, ça correspondait parfaitement à la culture japonaise, parce qu'ils n'allaient pas dire « Oh mon Dieu, nous avons capitulé ». C'est très différent en Allemagne. En Allemagne, la reddition était absolue. Aucun doute possible. Chaque mètre carré de l'Allemagne était occupé. Les rares Allemands qui continuaient à se battre l'ont fait jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Et ensuite, c'était fini. Vous avez capitulé. Et vous savez, aucun Allemand ne doutait qu'ils avaient été massivement vaincus. Mais il faut se rappeler, bien sûr, qu'en août 1945, le Japon contrôlait encore la majeure partie de son empire. Qu'aucun soldat allié n'avait mis le pied sur le sol japonais. Et vous savez, du point de vue de l'armée japonaise, il y avait encore 5 millions d'hommes sous les armes. Donc une situation très différente de celle de l'Allemagne. En Allemagne,
Il n'y a pas d'autre récit possible. En Allemagne, le récit est « Hitler nous a trahis, nous avons été détruits, nous devons repartir de ce qu'ils appelaient leur zéro ». C'est pourquoi je continue de souligner que le cas japonais est le succès le plus sous-estimé en matière de paix du XXe siècle, qu'ils ont réussi à le faire, que c'était possible. C'était un pays qui aurait pu continuer à se battre, même si cela aurait été autodestructeur, mais ils ont eu la capacité politique d'y mettre fin. Oui. Eh bien, je pense que cela tient en grande partie à l'empereur, en réalité, qui a courageusement poursuivi, malgré toutes ces discussions et ces débats, et qui a accepté les conseils de ses plus proches collaborateurs, à savoir que seule une décision sacrée, une décision prise par le dieu empereur, pouvait réellement mettre fin à cette situation. Et il ne savait pas, bien sûr, lorsqu'il siégeait à ce conseil impérial, et qu'il a fait cette annonce à son cabinet et au conseil de guerre, il ne savait pas exactement quelle serait leur réaction. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il voulait que la guerre prenne fin avant qu'il n'y ait plus de souffrance pour le peuple japonais. Je ne pense pas qu'il se soit beaucoup inquiété des souffrances de tous les peuples que le Japon avait occupés. Il s'inquiétait des souffrances de son propre peuple. Et je pense qu'on a beaucoup écrit sur Hirohito, le criminel de guerre qui n'a jamais été jugé, et ainsi de suite. Mais en réalité, Hirohito est une figure bien plus complexe, et je pense qu'il joue un rôle très important dans ces dernières semaines pour rendre possible cette reddition ou la fin de la guerre. Oui, et peut-être aussi pour clarifier, rien de ce que nous disons ici ne vise à défendre l'idée que les Japonais faisaient quelque chose de bien avec leur guerre. Je veux dire, c'était incroyablement brutal. Le Japon a été incroyablement brutal envers la Chine, envers de vastes régions de l'Asie du Sud-Est. La brutalité de leur guerre contre d'autres pays a été épouvantable. Mais malgré tout, le fait de réaliser qu'il peut exister des processus qui mènent ensuite au rétablissement de la paix est quelque chose qui mérite d'être davantage étudié, n'est-ce pas? Oui. Il faut dire que la majeure partie de la population japonaise, même, vous savez, les politiciens, ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait dans l'Empire. C'était très loin. Les atrocités étaient alimentées par des circonstances locales, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi tant d'officiers japonais, en 1945, continuaient de nier que les Japonais avaient réellement agi de cette façon. Il y avait donc une sorte de fossé de communication entre ce qui se passait en première ligne et ce que pensaient les gens au Japon. Bien sûr. Et puis, si vous donnez des armes à de jeunes hommes à moitié affamés, qui n'ont pas vu leur famille depuis des années, et que vous leur ordonnez d'aller prendre une ville, des choses horribles vont forcément se produire. Nous devons donc veiller à ce que ce scénario ne devienne jamais réalité, que ces jeunes ne soient pas envoyés dans tout cela pour finir par commettre ces crimes de guerre. Je pense que la population japonaise, la population civile restée au pays, savait très peu de choses sur ce qui se passait, parce que la plupart des soldats ne pouvaient tout simplement pas revenir. Il n'y avait pas de système de permission. On ne revenait pas en disant « En fait, nous avons fait des choses terribles, mais il ne faut pas vous le dire ». Ce n'était pas le cas. Ils étaient coincés là-bas. Et oui, on peut comprendre pourquoi. Ils vivaient dans des conditions atroces, ils ont commis des atrocités, et ils étaient eux-mêmes atrocement traités par l'ennemi. Mais tout cela était très éloigné du Japon. Alors qu'en Allemagne, par exemple, la situation était assez différente, car il s'agissait d'une guerre continentale. Les soldats revenaient du front de l'Est. Ils murmuraient à leurs familles ce qu'ils avaient vu et fait, les Juifs qu'ils avaient assassinés, et ainsi de suite. Et une grande partie de la population allemande savait vraiment ce qui se passait à l'Est et s'attendait donc au pire lorsque l'armée rouge a envahi.
Mais au Japon, ce processus n'a pas vraiment eu lieu. But in Japan, that process doesn't really happen. Oui, oui. C'était aussi un environnement informationnel complètement différent. Professeur Overy, c'était vraiment fascinant et intéressant. Je tiens à vous remercier vivement pour toutes ces analyses. Les personnes qui souhaitent en savoir plus sur votre travail devraient avant tout se procurer votre livre, bien sûr. Je mettrai le lien dans la description. Y a-t-il un autre endroit où vous publiez parfois des articles ou quelque chose où les gens peuvent vous suivre? Not really. I'm more Pas vraiment. at the moment. En ce moment, je suis plongé dans les livres. L'année précédente, j'ai écrit un livre intitulé « Pourquoi la guerre ?», qui examine de manière beaucoup plus synthétique toute la question de la bellicosité humaine et pourquoi nous sommes une espèce aussi belliqueuse. Et après avoir lu sur le Japon, il pourrait vouloir approfondir et découvrir un peu plus ce que je pense de la guerre. See a little bit more about what I think about war. Ce sera fascinant de discuter également de ce livre. Je vais me le procurer et ensuite, nous pourrons peut-être en reparler. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui, professeur Overy. C'était fantastique. D'accord, avec plaisir. Au revoir. Bye.